Jean-Philippe Vincent, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir au Figaro Live. Merci. Alors, Enna, professeur à Sciences Po, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire, vous venez de publier pour la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, une étude intitulée « Éthique avec un S de l'immigration ». Alors cette étude tombe bien puisque les 28 dirigeants européens, après 9 heures de discussion, ont trouvé à Bruxelles un accord sur l'accueil des migrants. Alors Jean-Philippe Vincent, le président Emmanuel Macron s'est félicité que la coopération européenne l'ait emporté sur les solutions nationales. Est-ce qu'on peut se féliciter avec lui ? Bah, écoutez, pourquoi pas. L'important, c'est que aussi derrière, il y a des budgets qui permettent de mettre réellement en œuvre des décisions qui auront été prises. Une bonne régulation des flux migratoires, c'est aussi en grande partie une question d'argent. Il faut mettre l'argent dans les budgets pour que ça fonctionne. Pour l'instant, on n'en met pas beaucoup. Il n'y en avait pas assez, selon vous ? Oh, bah, écoutez, si vous faites le compte en France, vous verrez que ça ne représente pas des sommes très considérables. Et surtout, c'est éparpillé sur plein de budgets et géré par toutes sortes d'agents publics, mais très différents, de sorte que ce n'est pas toujours efficace. Donc l'important, ce serait peut-être de créer un vrai budget et de bien le gérer. Alors on l'a vu, cette Europe s'est fissurée depuis quelques mois sous la pression du populisme. Est-ce que les élites européennes ont péché par naïveté, par angélisme à propos de l'immigration ? Oui, certainement. Très bien, pourquoi ? Mais écoutez, elles ont fini par croire, par se persuader que, comment dirais-je, oui, il y avait ce que j'appelle un devoir d'accueil inconditionnel des immigrants. Et ce devoir inconditionnel d'accueil, j'essaie de montrer dans mon étude qu'il est en fait extrêmement fragile et que la plupart des philosophies morales ne soutiennent pas cette idée il faut accueillir inconditionnellement. Donc, mais malgré tout, il faut bien reconnaître que parmi les hommes politiques, aussi parmi les intellectuels, il y a ce postulat qui est extrêmement prégnant, d'où une très grande naïveté et une très grande fragilité au moment de prendre des décisions politiques. Car lorsque vous êtes mal assuré sur le plan de l'éthique, quand vous passez au plan de la politique, eh ben, vous êtes fragile. Donc voilà. Alors on va revenir sur cette éthique et sur cet accueil inconditionnel. Alors parmi les partisans de cet accueil inconditionnel, vous mettez les libertariens mainstream, les libéraux de gauche et les chrétiens. Alors pourquoi ? Écoutez, ça m'a frappé cette convergence, elle est très inédite. Oui, c'est très frappant, de retrouver les catholiques, tout au moins, je dirais une partie des catholiques, avec les libertariens américains qui, par exemple, sont des gens, des ultralibéraux absolus, et puis d'autre part, les libéraux de gauche, genre Carens, etc. Oui. Tout ça, ça fait un assemblage un peu original. Bon. Mais derrière, il y a quand même quelque chose qui est en commun. Bon, il y a une générosité certaine, je ne la mets pas en cause. Hein, je veux dire, on ne peut pas reprocher. On ne peut pas la reprocher, je ne la reproche pas. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle dans ma petite étude le millénarisme. Hein. Il faut absolument arriver à la cité de Dieu. Ou alors voilà, en fait, vous expliquez que c'est un monde où les frontières n'existent pas. Oui. Alors pour les libertariens, il n'y en a pas, et pour les chrétiens, finalement, ce sont des citoyens de la cité de Dieu, et donc il n'y a pas de frontières. Écoutez, ils se retrouvent là-dessus, donc. Oui, le point commun entre eux, c'est l'universalisme. Alors, c'est vrai que l'Église catholique n'a pas de frontières, qu'elle est universelle et qu'il n'y a pas d'étrangers au sein de l'Église. Mais c'est l'Église, ça n'est pas le monde entier. Et tous ces courants-là, libertariens et aussi libéraux de gauche, partagent cet universalisme et tentent de l'imposer aux autres, ce qui est un problème. Alors, on va venir sur un point bien précis. Lors de leur récente rencontre au Vatican, le pape a insisté auprès d'Emmanuel Macron sur la vocation des gouvernants à protéger l'étranger, enfin les migrants.
Alors vous contestez un point, enfin le verset de l'Évangile selon saint Matthieu, enfin vous contestez la compréhension de ce verset. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Alors en quoi ce verset est mal compris ? Ben écoutez, il pourrait être mal compris si on pensait que le Christ a dit « J'étais un immigré potentiel et vous m'avez accueilli ». Si c'est ça l'interprétation, elle est inexacte. Alors, quelle interprétation il faut faire ? Ben écoutez, il faut d'abord se reporter au contexte de l'époque. À l'époque du Christ, l'étranger, c'était pas un étranger, c'était des étrangers. Il y avait des étrangers de catégories différentes, avec des statuts différents, etc. L'étranger auquel, me semble-t-il, c'est mon interprétation, mais elle est partagée par un certain nombre de théologiens, se réfère le Christ, c'est en définitive l'étranger installé sur la terre d'Israël et en fait le plus proche. C'est pas le païen qui vient de la Bretagne de l'époque, c'est-à-dire le Royaume-Uni d'aujourd'hui. C'était celui qui en fait était assez proche. Et aujourd'hui, on a l'impression que plus on est lointain, en définitive, et plus on est étranger. C'est curieux, cette évolution. Donc, peut-être que... Il faut classer les étrangers. Enfin, il y a différents classements parmi les étrangers, ceux qui sont très 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 loin et ceux qui sont très près. Écoutez, le Christ s'adresse à des individus. Il ne s'adresse pas à des populations, à des peuples, et encore moins à des gouvernements. À des États, oui. Hein? Il s'adresse à des individus et à leur conscience. Or, les individus, ils sont localisés dans un endroit, sur un territoire, etc. Par conséquent, ils doivent s'occuper en priorité de l'étranger qui se trouve le plus près d'eux. Enfin, ça me semble assez logique. Donc, quand le pape appelle à accueillir l'étranger, vous... Ah, mais je suis d'accord avec lui. Oui. Mais c'est sur... Il ne s'adresse pas aux gouvernants. Bah écoutez, je pense qu'il faudrait qu'il s'adresse d'abord à la conscience des catholiques. La parole aux gouvernants, ma foi, pourquoi pas. Enfin, le Christ, lui, il évitait de s'adresser aux gouvernants. C'était pas tellement son truc. Bon, maintenant, le vicaire du Christ s'adresse très fréquemment aux gouvernants et au gouvernement, etc. Bon, c'est une évolution. Mais, comment dirais-je, non, il faut s'adresser à la conscience des catholiques et à la conscience des individus d'une manière générale. Très bien. Alors, vous êtes un adepte du célèbre politologue américain Robert David Putnam et vous souscrivez à sa thèse du capital social d'une nation. C'est quoi le capital social d'une nation ? Eh bien, c'est la confiance. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai fait l'expérience en 2008, au moment de la crise du système financier, que les choses pouvaient marcher, mais si la confiance n'était pas là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de banque, il n'y avait plus... Bon. Et donc, la confiance, c'est vraiment essentiel. Et là, vous pensez qu'en Europe, cette confiance est arrivée... On est arrivé un petit peu au bout du... Oui, je le pense. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, ce que montre Robert Putnam, notamment, c'est que quand on a des chocs migratoires répétés, la confiance tend à se fragiliser et même à se déliter quelquefois. Donc c'est pour ça que la question de la confiance et la question des politiques migratoires sont en fait assez intimement liées. On ne peut pas se permettre d'accueillir autant d'étrangers à tel ou tel moment en fonction de la confiance du pays d'accueil. Ça dépend de l'état de maturité de la confiance du pays. Exactement. Alors on a parlé des principes, maintenant on va en arriver au concret. Alors concrètement, que dit l'éthique de l'immigration sur une différence de traitement qu'on doit faire entre le réfugié, le réfugié qui recourt à l'asile politique et le migrant économique ou climatique, puisque certains appellent à faire une différence. Oui. Est-ce que éthiquement, on peut l'entendre? Écoutez, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. Non, elle n'est pas facile. Je ne me l'étais pas posée, et donc je vous remercie d'attirer mon attention là-dessus. Je dirais que sur le plan éthique, je ne vois pas de différence fondamentale, mais je dois reconnaître que je suis un peu pris de court, donc j'essaierai de faire mieux. Alors, autre mesure concrète, l'accord européen donc, parle de centres de regroupement.
Alors, il y en aurait qui se feraient, ça s'appellerait des plateformes, donc dans le nord de l'Afrique, ou des centres contrôlés à l'intérieur de l'UE. Est-ce que là aussi, c'est éthiquement entendable? Certains parlent de camps de concentration. Enfin, le président d'honneur des droits de l'homme, l'avocat Henri Leclerc, a parlé ce matin de camps de concentration. Écoutez, bon, le mot fait évidemment frémir. Oui, oui. Écoutez, ça me semble un peu fort de café quand même. Hein. Parler de camps de concentration... non, le risque de. Je veux dire, que Maître Leclerc aille donc à Sangatte, etc., et qu'il observe comment dirais-je, les conditions de ce qu'était et ce qu'est encore la jungle. Je veux dire, c'est pas très loin de conditions concentrationnaires. Hein. Donc, et vous pensez que les centres contrôlés... éviteront ce genre de situation? Je ne sais pas, ça dépend, on a évoqué ça à l'instant, ça dépend des budgets qui seront réellement consacrés. Si on fait les choses bien, je veux dire, il n'y a pas de raison pour que ce soit mal, etc. Au contraire, ça fonctionnera, à mon sens, ça peut fonctionner bien. Tout est une question de moyens et au fond de stratégie. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, pour le nord de l'Afrique, les Tunisiens et les Marocains ne sont pas très partants pour ce genre de solution. Mais il faut les convaincre, il faut négocier avec eux et aussi, je veux dire, il faut accepter de dépenser de l'argent. Je veux dire, si on ne peut pas mettre à la charge des Tunisiens et des Marocains des charges qui nous reviennent. Ça passe par des fonds. Ben, il faut des fonds spéciaux, il faut négocier avec eux, ça coûtera de l'argent, mais il n'y a pas de bonne politique de l'immigration qui ne soit pas associé à des dépenses budgétaires importantes. Hein. Alors, dernière question, les élections européennes sont pour bientôt. Certains regrettent qu'il n'y ait pas eu de référendum sur l'immigration en Europe. Vous faites partie de cela? Écoutez, là encore, je ne m'étais pas posé la question. J'aurais tendance à dire oui, parce que c'est bon de prendre la température des peuples. Et de temps à autre, et de ne pas de ne pas se trouver surpris tout d'un coup par ce qu'on appelle du populisme, etc. Et tout. Enfin, des choses comme l'évolution récente de l'Italie étaient prévisibles. Si on avait pris la température des populations par des référendums, eh bien, il est probable qu'on aurait été averti à temps. Donc, je suis globalement favorable à cette idée. Écoutez, merci beaucoup. Et on recommandera votre étude qui a le mérite de poser de vraies questions sur un sujet extrêmement difficile. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.